Nous parlons des enjeux de marché pour cette rentrée, ce mois de septembre qui s'annonce avec beaucoup d'événements devant nous, à commencer par des décisions de politique monétaire, mais pas uniquement. Pour parler de ces sujets de marché. C'est Anis Lalou qui est avec nous en visioconférence, qui nous rejoint pour ce quart d'heure thématique, directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonjour et bienvenue Anis, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Avant de parler des enjeux devant nous, des prochaines semaines ou des prochains mois, je voulais bien quand même qu'on fasse un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cet été, cet épisode estival de correction, alors qu'a été, aussi grand que rapide, puisque effectivement la baisse ou l'accélération de la baisse a été très brutale sur quelques séances. Le point bas est marqué le 5 août, et ensuite on a ce phénomène de reprise en V qui est aussi très spectaculaire après la baisse des jours précédents. C'est toujours important dans ces corrections de marché qui arrivent de poser le bon diagnostic. Quelques semaines après, quelle analyse est-ce que vous portez sur cette séquence de l'été, Anis ? Alors, je pense qu'il aurait mieux valu être en vacances pendant cette période, vu qu'on a eu une réaction en V. Et avec du recul, il aurait valu ne rien faire. Mais effectivement, c'est quand même, ça vaut la peine de revenir dessus, puisque l'ampleur quand même de la correction est assez importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quand même... on est passé d'un point de vue des intervenants de marché qui pensaient qu'on allait acheter, j'ai envie de dire, la première coupe de taux d'intérêt, à un marché qui a plutôt envie de vendre la première coupe d'intérêt, qui donne l'impression qu'on va être dans un scénario macro qui forcera plutôt la main à la Fed plutôt que l'inverse. Et donc voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé, un changement d'appréciation psychologique de ce qu'on peut attendre sur le plan macroéconomique. Hyper important, Anis. Avant cet épisode de correction estivale, le marché pensait que les baisses de taux de la Fed seraient de bonnes baisses de taux, des baisses de taux qui permettraient de renchérir les valorisations des actifs, des actions par exemple. Après cet épisode, et j'imagine à la faveur aussi peut-être d'indicateurs macroéconomiques, le marché est en train de changer sa vue et sa perception des baisses de taux de la Fed qui sont à venir. Exactement. Est-ce qu'on est dans un cas de figure où on prolonge le cycle? On est dans un cas de figure où on va être à la rescousse, à l'aide d'un cycle qui ralentit en fait. Donc c'est deux configurations qui ont quand même des résultats diamétralement opposés. Et donc ça explique effectivement la réaction de marché et la volatilité. Et en tant qu'investisseur, chez Aperture notamment, qu'est-ce que vous dites de cette situation? C'est-à-dire, vous avez choisi un camp par rapport à un autre, et sur la base de vos convictions et de l'analyse macroéconomique que vous pouvez mener, Anis, ou est-ce qu'il faut se préparer à, entre guillemets, jongler entre les deux? Le marché sera un moment dans l'idée que ce sont des baisses de taux d'urgence que la Fed va devoir délivrer, et dans d'autres moments, le marché continuera d'imaginer que ces baisses de taux pourront prolonger encore un peu le cycle. Oui, alors la difficulté dans ce genre de situation, c'est pas non seulement de voir juste, mais en plus de ça, de gérer la volatilité. C'est-à-dire que ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas seulement la destination de là où on va, mais aussi l'appréciation de marché et la psychologie qu'il y a autour de ça. Donc, quand on a des possibilités d'outcome qui sont quand même diamétralement opposées et qu'on peut avoir de la grande volatilité, je pense et ça manque de créativité, mais je pense que la réaction la plus sensible, c'est de réduire la voilure, réduire un petit peu le risque dans un contexte jusqu'au moment où on a moins de volatilité et plus de directionnalité dans les marchés. Ce qui est intéressant encore dans cet épisode de correction, si on regarde notamment les marchés boursiers, c'est que les secteurs les plus à la mode, si je puis dire, le long tech US, le thème de l'IA, le thème des semi-conducteurs, sont des thèmes qui ont été sur le devant de la scène quand il s'agit de voir le marché baisser, comme on l'a vu au cours de l'été. Et dans le même temps, ce sont ces mêmes secteurs qu'on a vu rebondir fortement, très vite, également pour ramener les indices à leur sommet. Qu'est-ce que ça nous dit du thème de l'IA, de la solidité encore peut-être aujourd'hui de ce thème dans l'esprit des investisseurs et dans les portefeuilles à Nice? Tout ça à 24 heures, un peu plus maintenant, de la publication de Nvidia. Bien sûr, bien sûr, Nvidia. Alors, je pense qu'il y a deux choses importantes, mais peut-être avant de dire ces deux choses-là,
répondre à la thématique IA, Nvidia, etc., je pense que la direction, elle est inchangée. Typiquement, dans ce genre d'innovation, les trajectoires sont quasiment indépendantes des conditions macroéconomiques. Donc là, on est dans une courbe d'adoption de l'IA et je ne pense pas qu'on soit ni à la fin ni dans une bulle par rapport à cette adoption. On est encore au tout début. Donc je pense que la trajectoire, elle est inchangée. Ça n'affectera pas ça. En revanche, par rapport à votre question, il y a deux choses qui sont importantes. Je pense que la première, c'est que il ne faut pas oublier que dans ce contexte estival de ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a découvert quand même qu'il y avait le carry trade japonais. Et que ce carry trade japonais va amplifier les réactions. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Deuxième chose, c'est que si on a vraiment des doutes et des craintes sur la macroéconomie, quand même, l'épicentre de la macroéconomie, c'est quand même les semi-conducteurs. Donc c'est forcé qu'on ait une réaction de ce genre, à commencer par l'épicentre et par ce qui est détenu par les investisseurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend un petit peu la volatilité. Et pour ce qui est de la grande thématique de l'IA, je pense qu'elle est complètement inchangée et que dans une courbe à long terme, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus de l'ordre du bruit et de la volatilité à gérer. À gérer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la gérer, la volatilité, mais c'est plus du court terme. Et Nvidia, ou ce que représente Nvidia, Anis, oui, ça reste quand même le fer de lance de cette thématique. On ne trouve pas mieux aujourd'hui pour s'exposer pleinement à la thématique de l'IA, ou est-ce qu'il y a quand même une forme d'asymétrie qui se crée au fur et à mesure? C'est-à-dire, est-ce que de bons résultats publiés par Nvidia, par exemple, demain soir, seraient autant salués qu'une déception si elle était publiée par Nvidia? Je pense qu'in fine, il y a cette obsession par rapport à Nvidia, comme si le marché était égal à Nvidia et inversement. Il n'y a pas une relation d'équivalence normalement, mais pour l'instant, oui. Et je pense que si on est dans un scénario qui est bénin d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire qu'on est dans un ralentissement soft et qu'on n'a pas une récession, eh bien, ce qu'on devrait voir, c'est un élargissement des opportunités du marché. Donc, au-delà d'NVIDIA. NVIDIA, c'est les rails et l'infrastructure qui permettent à l'IA de pénétrer un petit peu tous les secteurs et les industries. Au fur et à mesure que cela se passe, on a un élargissement de la participation dans le marché. Donc, on verra ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Mais je pense que cette obsession sur NVIDIA devrait, si les choses se passent bien, devrait être temporaire et on devrait voir un élargissement d'un point de vue sectoriel, mais aussi d'un point de vue régional, c'est-à-dire plus d'Europe par rapport aux États-Unis aussi. Un mot pour finir sur effectivement ce phénomène, ce débouclage des positions de carry trade. Je rappelle, on emprunte dans des devises à faible rendement comme le yen japonais pour placer l'argent emprunté sur des actifs ou des devises à plus fort rendement, le dollar en l'occurrence. Ça fait des années qu'on empile des positions de carry évidemment sur le dollar yen. À Nice, ce qui s'est passé cet été, ça a nettoyé un peu, beaucoup les positions, ou est-ce que ça reste, j'allais dire, un trade surpeuplé, là aussi encore aujourd'hui, sur le marché? Il y a eu quand même un petit rebond, donc si ça a été nettoyé, forcément, peut-être pas totalement. Maintenant, je pense que si on voit les données qui viennent des données agrégées, des prime brokers, etc., on voit qu'il y a encore de la place à corriger sur ça. C'est difficile à dire, hein. C'est franchement difficile à dire et c'est au-delà du stock picking qui est mon... Ouais, qui est votre domaine d'expertise. J'entends bien, Anis. Bon, on verra. De toute façon, voilà, la BOJ est à la manœuvre désormais, à l'inverse et à front renversé de ce qui se passe ailleurs dans le monde avec les autres banques centrales. Et les derniers messages envoyés par Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque du Japon, vont plutôt dans le sens que si les conditions financières de stabilité le permettent, la Banque du Japon n'hésitera
pas à continuer de normaliser sa politique monétaire. Merci beaucoup Anis, merci d'avoir été avec nous à distance pour commenter cet événement de marché, ces événements de marché qui ont animé l'été et bien sûr en tirer les enseignements pour la suite, les prochaines semaines et les futures baisses de taux notamment attendues du côté de la Réserve fédérale américaine. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors, était avec nous en visioconférence, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.